Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Un jour en métier. Aujourd'hui, on est avec Kokam, notre invité. Bonjour Bonjour, Arman, tu vas bien? ça va et toi? Oui, ça va très bien. Donc aujourd'hui, on va parler du retour des cerveaux en Afrique. La plupart des gens autour de nous se sont rendus compte que bien nombre d'Africains, du moins noirs et francophones, je le précise bien, ne rentrent pas dans leur pays d'origine. On ne sait pas exactement pourquoi. Je ne dis pas que c'est une statistique officielle parce qu'il n'y a pas de réelle statistique bien ciblée là-dessus. En tout cas, je n'ai pas trouvé personnellement. Mais on s'est rendu compte quand même que la plupart des Africains francophones et noirs restent beaucoup plus en Europe en tout cas. Et on s'est posé la question du pourquoi. Et dans cette vidéo, on va essayer un peu avec notre invité Kokam, qui va essayer de nous donner du moins son point de vue là-dessus. On va essayer de faire un peu le tour de la question. Bonjour Kokam. Bonjour Arman, Tu vas bien? très bien et toi? Ça va très 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 bien. Merci encore de nous avoir donné un peu de temps pour pouvoir faire le tour de cette question-là qui semble un peu épineuse et... C'est complexe et malheureusement incomplète parce qu'on manque en effet de nombreuses données. D'accord. Donc, avant de parler de cette question, je vous invite tout de même à rester avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager le contenu. Car si nous, on s'est posé cette question-là, c'est également que plein de personnes se posent cette question. Mais avant tout, générique. Mais avant même de parler de retour de cerveau, qu'est-ce qui fait déjà à ce que ces cerveaux-là quittent leur pays d'origine? Alors on n'a pas que des cerveaux qui quittent les pays d'origine, on a des gens de toutes les classes sociales et toutes les classes intellectuelles si je puis dire. Euh, L'histoire des migrations du monde c'est toujours la même chose, que ce soit pour l'Afrique ou pour d'autres, les gens partent pour chercher quelque chose de meilleur. Voilà, c'est toujours comme ça. Quand les Irlandais sont partis aux États-Unis, quand X ou Y migration s'est faite, c'est toujours pour chercher quelque chose de meilleur. Soit pour fuir quelque chose, mais en tout cas, c'est toujours pour trouver quelque chose après qui sera mieux Que ce qu'on a laissé. voilà. Donc on peut très bien fuir une guerre, fuir une famine, un génocide, etc., etc., ou des mauvaises conditions sociales, un pays où il n'y a pas de droit, un pays où finalement l'avenir est instable, un pays où il est compliqué d'imaginer l'avenir de ses propres enfants. Et tout ça fait qu'évidemment les humains se déplacent. D'accord, je vois. Et est-ce que finalement, dans un pays où les conditions sont assez compliquées, est-ce que tout le monde peut voyager? Ou du moins, est-ce que tout le monde va voyager finalement pour résoudre ce problème-là? Et surtout, est-ce que tout le monde veut voyager? Donc est-ce que tout le monde va voyager? Est-ce que tout le monde veut voyager? Est-ce que tout le monde peut voyager? On a des gens qui ne bougeront pas parce qu'en fait, eux, ils voyagent déjà. Par exemple, les classes aisées, elles voyagent en partent en vacances. Elles font leurs études aussi parfois en dehors du continent, etc. Donc elles ont une habitude du voyage et elles ont une facilité à voyager. On a par exemple, les échanges qu'on peut avoir autour des doubles nationalités. On a plusieurs de ces personnes qui sont souvent nées à l'extérieur. Leurs parents, leur mère est partie accoucher en Europe parce qu'ils avaient beaucoup plus de moyens. Et donc ces enfants, parfois, ont un passeport aussi étranger. Ce qui fait qu'évidemment, au niveau du voyage, pour eux, c'est beaucoup plus simple. Et ce n'est pas eux qui prendront la route du désert, comme on dit. Voilà, parce qu'en fait, finalement, ils connaissent déjà l'avion, ils connaissent déjà l'Occident, ils connaissent d'autres parties du monde. Ce qui fait que pour eux, leur monde, ce n'est pas leur ville ou leur quartier, leur monde, c'est déjà le monde, en fait. D'accord, je vois un peu. Donc, eux ne bougent pas. Maintenant, les classes populaires, quand il y a une classe populaire, bah voilà, elle peut vouloir partir pour X ou Y raison. Est-ce qu'elle a les moyens de partir par avion? Bah non, forcément. Est-ce qu'elle a les moyens de rester souvent là où elle émigre? Bah, c'est pas sûr non plus, parce qu'il y a des lois, etc. Donc on a ce phénomène qu'on trouve beaucoup en Afrique, des gens qui prennent la route du désert. Donc c'est pas tout le monde qui part, mais c'est quelque chose qui, si demain je disais que ce soit au Cameroun ou un autre pays, hein, d'accord, un pays du Sud, pas forcément même en Afrique, si je disais à beaucoup de personnes, voilà un passeport et un visa pour partir, qui part? Je pense que 80% des gens des classes populaires et pauvres partiraient. Donc oui, ok, je vois un peu. Et du coup, une fois qu'ils ont voyagé, disons, on prend un cas de figure simple, ceux qui voyagent pour étudier. Une fois qu'ils ont voyagé et qui sont arrivés, qu'ils ont étudié, pourquoi est-ce qu'ils ne rentrent pas directement, par exemple, après les études?
Donc là, on parle des cerveaux vraiment pour le coup. Ces gens qui sont venus se former. Ce qui s'est passé, il faut remonter un peu dans l'histoire. On a la génération de mes parents, par exemple, qui sont venus faire des études. Quand il y avait encore la bourse à l'époque, notamment l'État du Cameroun, il y avait aussi des boursiers congolais, etc., etc. Et eux devaient venir étudier, puisque c'est la génération post-colonisation, ils devaient venir étudier en Europe et rentrer avec de nouvelles connaissances pour que le pays, finalement, avance, en fait. Voilà, il fallait des cadres locaux, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'entre eux ne sont pas rentrés, n'ont pas pu rentrer, ou sont rentrés et sont repartis, parce que finalement, ça ne fonctionnait pas du tout comme ils pensaient. Ils avaient déjà vu autre chose, ils avaient été en Europe, ils avaient vu un autre fonctionnement. Et quand ils arrivent sur place, ce n'est pas forcément quelque chose... certains comprennent que ce qu'ils ont appris et la réalité locale ne sont pas forcément ultra compatibles. Voilà, on a malheureusement, sans tomber dans l'afro-bashing évidemment, mais on a des politiques africaines qui ne sont pas toujours, dans beaucoup de pays, qui ne sont pas toujours aptes à recevoir ces personnes qui ont fait parfois 5 ans, 6 ans, 7 ans d'études et qui ne vont pas être finalement traitées de la même manière que si elles restaient dans leur pays d'accueil. Est-ce que ceux qui quittent l'Europe pour l'Afrique ne veulent pas arriver en Afrique et retrouver encore l'Europe qu'ils ont laissée par hasard? Alors, ce n'est pas forcément l'Europe qu'ils ont laissée, mais il y a un certain standing, il y a un train de vie et des habitudes qu'on prend. Et ça, c'est normal. Hein. Si on voyage, si demain on allait en Chine ou je ne sais pas où, on prendrait forcément, ou probablement en tout cas, des habitudes locales aussi. Surtout si ces habitudes sont des habitudes de bien-être. Voilà, des choses qui sont agréables à vivre, etc. De la sécurité, des loisirs, des choses comme ça. Forcément, c'est ce qu'on a envie de retrouver aussi lorsqu'on revient dans son pays. Si vous avez été habitué à la sécurité, au bien-être et à ce que vos enfants aillent faire plein d'activités, du piano, du sport, etc. dans un cadre sécurisé, forcément, vous aimeriez bien le retrouver sur place en rentrant chez vous. D'accord, je vois un peu, mais jusque-là, je reste quand même encore perplexe dans le sens où on est d'accord, c'est pas à l'État de faire tout ça quand même. Je pense qu'à l'échelle individuelle, on a aussi notre quote-part. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, à l'échelle individuelle? Parce que moi, je ne suis pas là pour parler des sujets d'État, pour parler de politique. Les politiques, ils ont leur travail, mais je pense que ce n'est pas les politiques qui doivent. Les politiques ne peuvent pas tout faire dans un pays. Il y a quand même il y a du privé, il y a de l'individuel, il y a pas mal de choses. À l'échelle individuelle, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour ce genre de. Enfin, imaginons quelqu'un qui veut rentrer au Cameroun, par exemple, parce qu'on parle en l'occurrence du Cameroun, et qui se rend compte que finalement, ça ne ressemble pas à ce qu'il aimerait. Pourtant, il y a quand même des gens qui vivent très bien au Cameroun. Ouais. Donc, on est d'accord qu'il y a un certain niveau de standing qu'on pourrait obtenir au Cameroun. Ouais. Bien que on pourrait dire qu'il n'y a pas de parc tous les 2 kilomètres comme en France, je suis d'accord. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire alors? Est-ce qu'on doit tous rester ici parce qu'il n'y a pas assez de sécurité ou il n'y a pas des parcs partout ou des mêmes centres commerciaux? Qu'est-ce qu'on fait? Pour moi, tout ça, ça dépend de chacun. C'est-à-dire que chacun analyse la situation comme il le souhaite et c'est compliqué de dire à quelqu'un non, viens, rentre. On peut conseiller des gens, voilà, puisque moi-même je suis rentré au Cameroun, mais tu ne peux pas forcer, convaincre quelqu'un juste par les mots comme ça, quelqu'un de rentrer. S'il y a des points clés qu'il veut retrouver et qu'il ne les a pas, il ne rentrera pas. Voilà. D'accord. Okay. Et je pense aussi même qu'à ces niveaux, il y a également des gens qui, en voyageant même déjà, ne se voient plus. Ils voyagent en effaçant le derrière, en effaçant le passé. Ouais. Donc il y a aussi ça à prendre en compte. Oui, parce que c'est compliqué. Parfois, certains ont vécu des réalités difficiles. Moi, je le comprends parfaitement. Je comprends très bien déjà que moi-même, je suis un privilégié. En étant sur place, je le vois bien que je suis un privilégié et je comprends tout à fait quelqu'un. Et d'ailleurs, j'en connais un justement qui s'est arrivé et qui est parti du Cameroun notamment, qui est parti du Cameroun, qui était parti voilà, avec une association pour un spectacle, une mission. Il y en a beaucoup qui ont fait ça. Et puis finalement, arrivé en Europe, il reste et il me l'a dit en fait avant. Que j'ai dit tu vas revenir, il m'a regardé, il a ri. Donc c'était clair et je ne peux pas lui en vouloir parce que ce qu'il a vécu, ce qu'il vivait au quotidien, alors que c'est un gars bien, fondamentalement, hein, vraiment une très bonne personne, mais en fait, sa condition sociale qui était assez basse, qui est compliquée, et puis le manque de réseautage pour pouvoir grimper, etc., a fait que les chances pour que sa vie change au Cameroun étaient très très faibles. Il n'y avait pas d'autre choix que de partir. Donc c'est quelque chose que je comprends totalement.
C'est totalement vrai ce que tu dis et je suis d'accord avec ça. Mais moi, le côté où je ne suis pas forcément d'accord, notamment avec la France, c'est que, enfin, avec l'Occident en général, c'est qu'il y a quand même un côté miroitage ou un côté mauvais message dans le sens où comment il sait, en étant en Afrique sans avoir jamais voyagé, que c'est mieux en Europe, par exemple? Parce que la télé a voyagé chez lui, tout simplement. Il allume sa télé tous les jours, et même pas que la télé, tout l'environnement, puisque les images de l'Occident sont partout. On suit les championnats de foot européens, les loisirs, on voit bien que beaucoup de filles suivent les novellas, etc. Donc la télé fait que l'Europe est chez nous. En fait. Au quotidien, en permanence, l'Europe est chez nous. La langue qu'on parle, c'est le français, etc. Donc on est complètement, quand on est au Cameroun, on est complètement connecté à la France, en fait. Le Cameroun devient presque une excroissance, en fait. Il y a une porte d'entrée c'est même pas que la France, c'est l'Occident. Et son modèle de vie qui est finalement totalement présent et qui est un modèle, justement, qui est le modèle à suivre. Donc, quoi de mieux que de partir là-bas pour être dans ce modèle-là? Et du coup, moi, je pense quand même que, du coup, à ce niveau-là, la diaspora a un gros rôle à jouer. Et malheureusement, à mon sens, bien évidemment, la diaspora fait très mal son travail dans ce sens-là parce que je me rends compte, en tout cas de mon côté, que la plupart des gens de la diaspora qui vont en Afrique, ils vont frimer, entre guillemets, montrer comme quoi l'Europe c'est très bien, ceci, alors qu'ils ne disent pas qu'ils ont travaillé 2 ans pour faire ces économies-là, pour aller faire la fête pendant un seul week-end. Tout à fait. Donc je trouve qu'à ce niveau-là, malheureusement, la diaspora a encore un gros chantier de dire les vérités aux gens, de dire qu'ils vont faire éboueur pendant 1 an et demi, faire des économies pour aller gaspiller ça en une semaine. Ça, ils ne le disent pas, malheureusement. Et du coup, ça cultive encore ces mythes de l'arbre d'argent en Europe. Il y a, alors, si on veut être encore plus précis, il faut bien distinguer, moi j'ai toujours distingué en tout cas 2 diasporas. Vous avez la diaspora, on a parlé tout à l'heure de cerveau et les autres. Quand je dis les autres, ce n'est pas du tout péjoratif, hein, d'accord? Mais il y a ceux qui sont venus donc étudier, qui sont bac plus 5, 6, 7, et tu as ceux qui sont venus juste chercher quelque chose de mieux. C'est-à-dire qui ont pris la route du désert ou qui se sont glissés dans un voyage pour rester après en Europe, etc. Mais qui n'ont pas forcément de compétences pour être dans le haut du panier intellectuel et économique local en Occident. Donc pour moi, ce sont deux diasporas différentes. Et ce que j'ai constaté, de mes yeux, avec des cas assez précis, c'est que ceux qui vont beaucoup plus flamber finalement sont ceux qui sont passés peut-être par des moyens un peu plus compliqués pour arriver en Europe. Voilà. C'est une réalité. Parce que de toute façon, une personne qui est souvent intellectuellement en haut du panier et financièrement en haut du panier, elle ne flambe pas, c'est sa vie. C'est son quotidien, je veux dire, c'est pas une surprise. Voilà. Donc c'est pour ça que je le distingue un petit peu. C'est pas du tout du fiable à 100%, mais ce sont des choses que moi j'ai vues, voilà. Et puis mathématiquement, c'est vérifiable ce que tu dis totalement. On voit des tendances, puis ça correspond. Ça correspond. Tu ne peux pas gagner 8 000 euros par mois en Europe et puis que ça ne se voit pas quand tu arrives au pays. Ça va forcément se voir. Ça ne veut pas dire que tu vas flamber. C'est ton train de vie en fait. C'est ta nature finalement. Et donc finalement, le flambage, j'ai envie de te dire, au quartier, ce n'est pas le bac plus 8 en fait. Lui, souvent, il va venir au pays pour se reposer. Il vient discrètement, hop. J'en connais plusieurs, j'en ai vu faire ça. Donc ils vont chez le tonton, le machin, ou je ne sais pas qui. Et en fait, ils viennent au pays plutôt eux pour souffler. En vacances, quoi. C'est en vacances. D'accord. Et tu as dit un truc là que je vais revenir dessus. Tu as dit que tu es au pays, toi également. Ouais. Comment ça s'est passé? Comment ça se fait? Je veux dire, aujourd'hui, on est à Lyon, on est en France et tu vas très souvent au pays. Ouais. D'ailleurs, en off, tu me disais que tu as travaillé au pays pendant 1 an. Ouais. Alors là, ça fait 3 ans. En fait, j'ai fait quasiment 1 année en tant que salarié et puis après, j'ai fait 2 ans à mon compte. Donc, tu connais très bien le Cameroun. Je connais plutôt bien puisque ça fait maintenant presque plus de 15 ans que j'y vais tous les ans, 1 mois, 2 mois, 3 mois, voilà. Donc, Et comment ça s'est fait je veux dire, comment tu as commencé? Ça a commencé comment déjà? Alors, tu parles de quoi? Le fait de rentrer parfois au pays en tant que personne née à l'extérieur? La démarche en fait de retour, d'installation au Cameroun, comment ça a commencé? Donc moi, j'ai toujours voulu rentrer au Cameroun. C'était quelque chose depuis l'école primaire, c'était écrit. Voilà, je voulais rentrer au Cameroun, je voulais vivre au Cameroun. Je ne savais pas quand, au début quand j'étais petit évidemment.
mais ça a toujours été ce qui m'a motivé dans Parce que tu es né en mon France. parcours, puisque je suis né en France. Oui. Je suis né en France, je suis parti au Cameroun, la première fois, j'avais 4 ans, et la deuxième fois, j'avais 8 ans, 8 ou 9 ans. Et les souvenirs que j'en garde sont superbes, hein. J'en garde des souvenirs qui sont magiques, tout simplement, hein. La famille, l'Afrique, tout simplement. Et c'est vrai que nous, j'ai la chance de sortir d'un foyer où on parlait tout le temps d'Afrique. Nos parents nous racontaient, nous parlaient d'histoire, de ce qui se passait, la politique. On avait les magazines, j'en parle dans mon deuxième livre justement de ça, les Jeunes Afrique, etc., qui traînaient tout le temps dans la maison. Donc nous, on a grandi avec ça en fait. Ce n'est pas quelque chose qui m'est tombé dessus une fois étudiant où j'ai trouvé une asso. Non, non, pas du tout. Vraiment pas. Ça fait partie de mon quotidien. L'Afrique a fait partie de mon quotidien depuis toujours. Donc du coup, pour moi, c'était du bon sens en fait d'y investir et d'y rentrer. Donc à partir de mes 23 ans environ, j'ai commencé à y aller tout le temps. Tout le temps, je voyageais seul. Au début avec des cousins, au début avec mon père même. Et puis après, de plus en plus seul parce que je me disais c'est mon pays. Donc je dois apprendre à le connaître. Je ne Totalement. peux pas le vivre par procuration, je ne peux pas le vivre juste comme ça À la télé. à la télé ou avec toujours des gens qui m'accompagnent. Non, donc j'y allais seul et je faisais ma vie. Et puis voilà, à un moment donné, j'ai été embauché par l'entreprise KSA, donc KG Sport Academy, en tant que directeur de centre, puisque c'est un centre de formation de foot et à côté un parc d'attractions avec des kartings, piscines, etc., restaurants. Donc c'est moi qui gérais toute cette partie-là. Et puis ensuite, j'ai créé mon entreprise, Quocam Sport et Loisirs, où on donne des cours de fitness, crossfit, cross-training, patinage, hockey, et puis on va chercher à créer des événements sportifs dans pas longtemps. Très, très, très bien. Très beau parcours. J'espère que vous allez vous en inspirer. Du coup, ça m'amène à poser une question d'ailleurs que je n'avais pas prévue, mais justement, ça me dit. J'ai remarqué que les enfants qui sont généralement nés en France ont vraiment du mal avec le pays d'origine. Pourtant, toi, dans ton cas, c'est une réussite. Finalement, j'ai presque envie de dire que tu ressembles même pas à l'exception de ceux que je connais. Je veux dire, de ceux que je connais, ça n'engage que moi. Je comprends ce que tu veux dire. Mais Je comprends ce que tu veux dire. Je comprends même parfaitement ce que tu veux dire. C'est comme pour plein d'autres choses qu'on a dit avant, il y a toujours plusieurs catégories. Les gens dont tu parles existent. Ils existent et ils sont assez nombreux en effet. Mais il y a aussi d'autres personnes qui sont vraiment, qui ont un attachement, un amour qui est réel, qui n'est pas juste pour le plat du dimanche, etc. Non, non, qui ont vraiment un amour réel pour l'Afrique et qui se sentent, pour qui leur identité est foncièrement africaine. Que tout leur amour, toute leur, comment te dire ça, tout leur patriotisme, si je puis dire, il est complètement tourné vers l'Afrique. Ces gens-là existent aussi. Et c'est vrai que ce que je constate, c'est que pour beaucoup qui sont plutôt nés au pays, il y a ce choc quand ils découvrent en Europe les gens qui s'en foutent, qui s'en fichent un peu de l'Afrique. Et malheureusement, cette image-là semble tellement choquante que finalement, c'est souvent de ces gens-là dont on parle. Mais comment ça se fait que toi. Alors que moi, j'en connais d'autres, des gens comme moi. Voilà, j'en connais d'autres qui ont envie, qui voyagent, mais qui ne font peut-être pas de bruit. Voilà. Tu vas avoir des gens qui vont rentrer, qui vont s'investir dans un orphelinat, qui vont s'investir dans une entreprise, mais sans forcément faire de bruit. Tu vois, s'occuper du terrain. Tu vas voir qu'il y a des gars qui sont nés à l'extérieur, mais le jour où voilà, il y a un terrain familial, il y avait un problème, bah, c'est lui qui va venir peut-être mettre un peu d'argent et qui va venir aider derrière parce qu'il a envie, mais il n'est pas forcément devant. Et pour finir sur ça, sur ceux qui malheureusement s'en fichent, je dis malheureusement, mais après ils ont fait leur choix. totalement. Ils ont fait leur choix et il ne faut pas. Je pense qu'il ne faut pas leur en vouloir. Mais il ne faut pas non plus leur tendre la main comme des frères. Parce que sinon, c'est toi qui es doublement perdant. Tu lui en veux pas, très bien, il a fait un choix. Mais dans ce cas-là, tu le traites comme un humain lambda, en fait. Totalement. Tu vois, il faut aussi lui rendre ça, je pense. C'est important de lui rendre ça. À quiconque, à un moment donné,
qu'une personne d'ailleurs née en Europe ou au pays. Hein. D'ailleurs. Quiconque à un moment donné met cette espèce de fracture, que oh, moi l'Afrique et tout, ça ne m'intéresse pas, et ben ok, et tu le traites comme un humain, comme n'importe quel humain, mais tu peux plus lui donner du mon frère, du frère, il peut plus être gagnant sur les deux tableaux, quoi. C'est pas Totalement. possible. Soit tu prends l'Afrique et tu me prends aussi comme, enfin j'en fais partie, soit tu rejettes l'Afrique et bah, j'en fais aussi partie, donc on va juste se connaître comme ça, peut-être en tant qu'amis même. Mais Au sujet Afrique, on ouais, soit c'est positionné. l'Afrique, voilà, on n'est pas du même camp, quoi. D'accord. Ok, je prends note et c'est un très bon conseil. Et quelle est selon toi la quote-part de responsabilité des parents dans ce clivage-là finalement? Alors, encore une fois, il y a des catégories. Hein. Tu as des gens qui sont beaucoup plus, qui vont beaucoup plus être à fond sur l'Afrique et d'autres non. Et pourtant, ils ont le même cadre. On peut être des frères et sœurs. Nous, on est plusieurs frères et sœurs. On n'a pas La même échelle, on va c'est dire. pas la même échelle forcément. Alors, c'est pas les mêmes manières non plus. C'est vrai qu'on est quand même tous tournés sur l'Afrique, pas forcément de la même manière. Mais on aurait très bien pu aussi être complètement à l'opposé. Parce que l'un n'est pas intéressé, parce que peut-être que les parents commencent à en parler, mais quand la personne est déjà un peu trop grande, et les autres c'est bon, mais pour le plus grand, bah, c'est trop tard. Il y a plein de choses en fait qui peuvent après rentrer dans l'équation, tu vois. Euh, mais les parents, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les parents ont leur part de travail à faire. Si les parents ne parlent pas d'Afrique, je ne vois pas qui va en parler à l'enfant. Si Totalement. les parents ne font pas leur travail pour, j'ai envie de te dire, contrer l'éducation de l'extérieur, ou pour compléter plutôt, c'est pas contrer, c'est Oui. plutôt compléter l'éducation de l'extérieur, alors l'éducation de l'extérieur prendra toute la place. Le voyage, c'est important. Y aller, en parler, que l'enfant connaisse non pas que la carte de l'Europe, mais il doit connaître aussi la carte de l'Afrique, toutes les capitales. Des fois, c'est des choses simples. Ce que j'ai constaté, c'est que, d'abord sur moi-même, mais aussi autour de moi, c'est que il faut que ce soit des choses très positives au départ pour les enfants. Et très sympa, ça peut être des choses des fois un peu prétextes comme la nourriture, la danse. Tu prends plein de choses et après tu rajoutes. D'accord, sur les tout petits enfants. Et après tu rajoutes. Ce qu'il faut, c'est que quand il y a un truc en lien avec l'Afrique dans sa tête, ça envoie un truc positif. Il sait que ah ouais, c'est les bons souvenirs. Moi, quand j'y vais avec mes parents tout petits, je passe un super séjour. Le tout premier séjour, alors j'ai 4, 5 ans, ouais, 5 ans je crois. Et je me rappelle encore. J'ai quelques flashs comme ça. On était à l'hôtel. On était parti dans un très bon hôtel, ce qui est un hôtel qui coûte très cher d'ailleurs à Douala. Aujourd'hui, c'est le. Alors, c'était le Novotel à l'époque. Aujourd'hui, c'est Aqua Palace, il me semble. Je connais. Voilà, donc Aqua Palace, comme tu vois, comme tu connais, tu vois que c'est un certain standing. Totalement. Et parce que bah là, mes parents à ce moment-là pouvaient se permettre, et puis ils voulaient que ça se passe aussi dans des bonnes conditions pour notre premier voyage en Afrique. Et le souvenir que j'en ai est extraordinaire. Même si je suis grand, évidemment, et je sais que l'Afrique, c'est pas ça. Oui. Mais ça m'a permis d'avoir ce point positif, cet ancrage positif très tôt. Au point où on te dit Afrique, tu fais ah ouais, machin. L'image ouais, mentale. Avec les lézards, les machins, et ceci, les mangues et tout, c'était super. Pas grave, tu as 4, 5 ans, qu'est-ce que tu vas pas lui parler d'autre chose à ton enfant? Tu vois, ce qu'il a besoin actuellement, c'est juste d'être accroché. Et puis le séjour suivant, bah voilà, on était allé au village. Tu vas ramasser les arachides, etc. Voilà. Tu vois, c'est des choses très simples. Mais Et au pays, pour un enfant du pays, c'est un peu quelque chose de quotidien, de banal. finalement, oui. Mais pour celui de dehors, c'est extraordinaire. Parce qu'ils ne voient pas ça ailleurs. Tu vois jamais ça. Alors que t'enfant au village, on te regarde un peu comme un fou. Toi, t'es là, tu vois les arachides. Il y a des machin, poules et ouais, tout, ouais, c'est- pour toi, c'est quelque chose de fou. Le local, pour lui, c'est son quotidien. Mais c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, l'enfant va être positivement attiré vers l'Afrique. Donc, pour moi, c'est une des plus grosses parties du job des parents. D'accord. Ok. Du coup, est-ce que tu comptes retourner finalement définitivement au Cameroun ou pas? Pour moi, je suis déjà retourné définitivement au Cameroun, parce que ça fait 2 ans, j'ai fait 2 ans sur place. Et là, je suis venu en France pour un contrat d'un an avec une entreprise, avec un club sportif. Donc, mon entreprise au Cameroun continue de tourner. Moi, je suis en France pour ma mission professionnelle. Et ensuite, je repars au Cameroun. Donc, j'habite au Cameroun, en fait. Je suis juste là en tant qu'expatrié. Et aujourd'hui que tu es installé au Cameroun, est-ce qu'il y a une once de regret? Je veux dire,
est-ce que ça ressemble pas trop à ce que tu pensais? Est-ce que finalement, il y a des éléments qui te font dire, finalement, peut-être que j'aurais dû attendre ou pas, je sais pas. Non, quand je dis au début, au Cameroun, j'y vais depuis Très longtemps. très longtemps. Ça fait quasiment 2 décennies, j'y vais tout le temps. C'est-à-dire que les surprises, bon, il peut y avoir des petites surprises, mais pas des surprises qui peuvent me faire demi-tour, quoi. Je connais le pays, donc il n'y avait pas de problème. Donc non, j'ai pas de regrets. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je me sens privilégié dans la mesure où je connais deux mondes. Je connais le monde Occidental. occidental et le monde africain. Et ça, en fait, je ne vais pas dire une richesse, que c'est un peu cliché, c'est pas ça. C'est que ça me permet d'avoir une ouverture et un accès à des façons de penser et des connaissances différentes qui sont beaucoup plus grandes que finalement une personne qui ne bouge pas. Et c'est un avantage pour moi parce que ça me permet de croiser, on va dire, les données que j'ai du Sud, les données que j'ai du Nord. Je croise tout ça et j'essaie de trouver les meilleures idées sur X ou Y sujet. Donc ça donne une meilleure ouverture d'esprit et Ouais. donc forcément Clairement. un avantage. Une meilleure ouverture d'esprit. Donc, c'est pas de la flatterie envers moi. Je parle du phénomène. Hein, de fait d'être sur deux continents, deux civilisations comme ça. Ça fait qu'en effet, en termes d'ouverture d'esprit, logiquement, vous êtes plus ouvert sur vos réflexions sur beaucoup de sujets. Et du coup, est-ce que les gens de la diaspora finalement qui ont tous théoriquement cet avantage-là, comment est-ce qu'ils pourraient exploiter cet avantage pour optimiser leur retour finalement? Encore soit-il qu'ils veuillent bien rentrer. Ouais, aussi, c'est des questions un peu vastes et qu'il faut encore une fois de plus détailler. Que quand on dit la diaspora, encore une fois, il y a plein de catégories il y a plusieurs pays et plusieurs catégories par pays. Donc ça te donne quand même un schéma qui est assez vaste sur toutes ces diasporas. Comment la diaspora pourrait utiliser tout ça? Elle peut l'utiliser déjà pour apporter des plus-values. Ne serait-ce qu'au niveau des business, des idées de business. C'est ce qu'on voit souvent. Il y a des gars qui voient qu'il y a un manque. Ils voient qu'ils ont vu autre chose en Occident. Je sais pas, je peux dire n'importe quoi, de la restauration rapide par exemple. Et les gars se disent, voilà, je vais créer la même chose avec le plat que ma mère faisait. Je vais créer un fast-food. Et je vais voir. Donc du coup, ils mélangent l'idée de faire de la nourriture rapide et qu'on peut cuisiner rapidement et vendre rapidement avec le plat qui lui est camerounais, congolais ou ivoirien ou tout ce que vous voulez. Bien Du coup, ils combinent les idées. Ça aussi, c'est une sorte d'ouverture finalement. Donc, c'est réussir à combiner tout ça en fait. Et ce qu'il faut réussir à faire, c'est prendre ce qu'on a à apprendre en Occident en termes d'idées, de diplômes, de formation et s'en servir au pays sans pour autant se dénaturer. C'est ça en fait la difficulté. C'est se dire, j'ai vu ça là-bas, comment je peux l'adapter et non pas comment je peux l'imposer maintenant dans mon pays. On n'est pas là pour recréer un Occident bis. Ça ne sert à rien, c'est pas ce qu'on veut faire. On a une identité, etc., culturelle, etc., qu'on doit mettre en avant et qu'on ne doit pas perdre. Et que je crois qu'on doit en plus même ouvrir au monde parce que justement, on a beaucoup de choses à donner au monde au niveau de la culture. Et il faut réussir, la diaspora, des membres de la diaspora peuvent réussir justement à apporter cet amalgame en fait. Tu peux voir la diaspora, les étudiants chinois aussi sont des grands spécialistes du genre. Ils sont envoyés en Europe, ils prennent les connaissances et ils repartent. Et j'ai pas de tableau sous les yeux et de chiffres officiels, mais d'après tout ce que j'ai pu lire comme article et ce qu'on disait tout à l'heure aussi, ce que je sais, c'est que les Chinois sont plus à même de rentrer après leurs études et enchaîner par un travail sur place que nous. Nous, on va un peu plus rester, on va hésiter, comme vous disait tout à l'heure, on va plus hésiter. Alors que les Chinois, eux, en effet, ils font leurs études et puis la majorité rentre directement parce qu'elle a quelque chose à apporter en fait. Elle est partie chercher quelque chose et elle vient, maintenant elle va l'apporter à son pays. Et pourtant, la Chine reste la Chine. Je vois très 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 bien ce que tu dis et c'est vrai que au niveau en tout cas de l'Asie c'est beaucoup plus prononcé finalement ce retour de la diaspora. Et du coup, quels sont les leviers qu'on pourrait activer comme ça du côté Cameroun notamment pour accentuer cette attractivité du retour pour la diaspora? Alors ça aussi, hein, pareil, heureusement que tu as précisé au Cameroun, mais c'est vrai qu'on pourrait en parler pour d'autres pays. Je pense que c'est important pour un pays comme le Cameroun d'avoir carrément un ministère de la diaspora en fait. Parce qu'on a, il y a plusieurs diasporas, mais on a la diaspora, tous les intellectuels, etc., qui sont formés à l'extérieur, tous les cerveaux
qui sont formés à l'extérieur. Et tu sais bien que le nombre de Camerounais diplômés à l'extérieur du Cameroun est franchement complètement dingue. Je pense qu'on n'a pas de chiffres, mais de ce qu'on voit autour de nous, quand on regarde autour de nous, etc., on se rend bien compte que le Camerounais est probablement le pays d'Afrique qui a le plus de hauts diplômés dans la diaspora. C'est complètement dingue. Hein. On parlait de docteurs en physique, de docteurs, des cardiologues, etc. On en a plein. Et ces gens-là, c'est une richesse pour un pays. Totalement. Un pays comme le Cameroun, si on faisait revenir ces gens-là, ça serait extraordinaire pour le pays. Maintenant, il faut aussi comprendre pourquoi ces gens-là ne rentrent pas au Cameroun. Bon, après, ça aussi. C'est encore un autre débat. Les conditions ne sont pas réunies, mais c'est lié à ce qu'on dit aussi là. Un ministère de la diaspora, justement, il devrait draguer ces gens-là et leur dire voilà ce qu'on peut vous offrir, voilà ce qu'il y a à faire, et puis mettre aussi en contact des entreprises locales avec ces gens-là, leur donner des facilités pour que ces gens-là aient envie de rentrer. On peut pas espérer que tout le monde soit motivé, on va dire, par passion, mais voilà, qui est quelque chose de viscéral. Moi, c'est ce que j'ai, mais je ne peux pas l'exiger de tout le monde. Il ne faut pas rêver. Voilà, tout le monde ne peut pas être. Tout le monde n'a pas la même vision du monde, de toute façon. La même vision du monde. Et voilà. On n'est pas tous de pareil. Enfin, voilà, il y en a qui pensent beaucoup plus aussi peut-être au bien-être, simplement, et c'est pas mauvais. C'est normal de vouloir que ses enfants aient des meilleures écoles, ça a du sens, tout ça. Moi, aujourd'hui, je l'entends vraiment. Quand j'étais plus jeune, j'avais plus de mal, mais aujourd'hui, je l'entends vraiment bien. Et donc, oui, ce qu'il faudrait faire côté local, ça serait en effet tout un système de facilité et de soutien pour que quand les gens arrivent, qu'ils soient plus ou moins au début un peu drivés. Ce serait intéressant. Encore une fois, ce qu'on veut, c'est ces gens-là qui ont des capacités intellectuelles, qui ont des savoirs et qui ont parfois aussi de l'argent. Voilà, quelqu'un qui a travaillé à 8 000 € par mois pendant 10 ans en Europe, il a de l'argent. Voilà, il a un pécule quand même qui est assez important. Voilà, qui peut investir, etc. Et ça apporte beaucoup dans l'économie locale. Donc c'est important pour moi de. Quand je dis tout ça, c'est pas du tout pour flatter la diaspora, pas du tout, mais c'est complètement à l'avantage du Cameroun. Bien sûr. D'aller chercher ces gens-là, c'est pas possible de les laisser dehors. C'est vrai, parce qu'il y a même une statistique, autant pour moi, qui est assez flagrante sur le nombre de médecins camerounais qui sont en activité en France. C'est vraiment hallucinant. Il est quasiment identique à celui du nombre de médecins qui sont en pratique au Cameroun. On se pose des questions. Je veux dire, à un moment donné. Je crois que pour le Bénin, c'est la même statistique. Il y a plus de médecins béninois, il me semble, en Europe qu'au Bénin. Voilà. Comment ça se fait à un moment? Ça veut dire qu'à un moment donné, la politique a loupé quelque chose. Je veux dire, il y a quelque chose qui n'est pas fait. Parce que quand on sait que les gens meurent de simples maladies, tout simples en Afrique, alors qu'on a des médecins qui sont très, très, très bien formés en Europe, qu'on pourrait juste les ramener, les faire venir et dire ramenez-nous ce que vous savez faire. Je veux dire, ce qu'un de nos invités disait d'ailleurs sur la chaîne la dernière fois, du transfert de technologie, tout simplement, de ramener ce qu'on sait faire. Ok. En tout cas, merci encore à toi d'avoir pris du temps de répondre à nos questions. Merci à toi pour l'invitation. Ce sera avec un grand plaisir que je reviendrai. Bien sûr, on n'y manquera surtout pas parce qu'on a énormément de sujets à aborder avec toi puisque tu es pluridisciplinaire, tu es à l'aise sur plein de sujets, donc tu nous apporteras beaucoup de ton savoir. J'essaye, je pense que c'est important de ne pas rester dans son domaine. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas forcément le diplôme officiel de X ou Y domaine qu'on ne peut pas s'intéresser à l'électronique, au sport, à la NASA et puis à la littérature. Voilà, chacun. Aujourd'hui, le savoir, il est partout. On a Internet, tout le monde a Internet, les livres sont partout aussi. Donc, je pense que c'est même du bon sens aujourd'hui de chercher justement à tout connaître, à toucher un petit peu à tout. Surtout que le monde, il change très vite maintenant. Avec l'arrivée du numérique, on ne sait plus. Ça devient presque violent le rythme auquel ça change les choses. D'accord. Merci à vous d'avoir regardé. Si vous êtes resté jusqu'ici, bien évidemment, pensez à vous abonner à la chaîne et surtout à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes nos publications hebdomadaires, dont le mercredi à 18 h et un live tous les dimanches de sensibilisation. C'était Herman et Kwokam. Ciao, ciao.